Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouveau podcast. Vous en avez l'habitude maintenant, en période chaude de playoff et encore plus de finals, on se retrouve toutes les semaines avec Liv, Shai et Flo. Alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? D'abord, on va revoir quand même le Game 5 des demi-finales entre les Aces et le Sun, puisqu'on s'était quitté juste avant. Débriefer rapidement ce match et finalement cette série. Et puis, on a déjà 2 matchs de finals dont on peut parler. Pouvoir expliquer pourquoi le Storm roule sur tout le monde et ce que les Aces peuvent peut-être tenter pour décrocher quand même un game et éviter le coup de balai. Et enfin, on passera en revue les WNBA First et Second Team pour voir si on avait vraiment le nez creux ou pas et voir aussi si certains journalistes ont bu de la javel pour reprendre une expression de Flo. Alors les amis, on va peut-être commencer simplement par ce fameux Game 5 entre les Las Vegas Aces et le Connecticut Sun. Shai, peut-être ton sentiment, puisqu'on sait que tu es sans doute le plus impliqué d'entre nous quatre, puisque tu avais quand même espéré jusqu'au bout la victoire du Sun. Qu'est-ce qui a manqué au Sun à ton avis? C'est compliqué, il a manqué. Je pense qu'il y a une forme de fatigue et d'épuisement sur le plan mental. Au bout d'un moment, ça devenait compliqué. Malgré toute la volonté du monde d'Alyssa Thomas et tout ça, au final, Las Vegas a appuyé là où ça faisait mal. Et mine de rien, il faut les féliciter parce que même si c'est pas le plus beau basket qui a été développé pendant ces playoffs, forcément, l'histoire c'est un peu le petit pousset Connecticut et beaucoup de gens les soutenaient, mais Vegas a pas flanché, quoi. Et au final, ce qu'a perdu Connecticut, c'est de pas avoir été là au bon moment. À 3 points, c'était la cata sur le dernier match. Leur défense est restée très agressive. Là, elles ont pas eu un arbitrage hyper favorable et quand tu peux envoyer Jay Wilson sur la ligne autant de fois forcément ça joue, quoi. Donc bon, déçu, mais je trouve quand même que c'est prometteur pour la suite et c'est pas bien grave au final. Ça reste une belle histoire qui demande qu'elle concrétise l'année prochaine. Est-ce que c'est pas finalement ce démarrage peut-être un peu tardif de la saison où elles ont dû cravacher dur aussi à la fin pour tout accrocher et elles ont quand même elles se sont pas ménagées, il y a eu les blessures, Brian January qui arrive un peu en retard, donc je pense que physiquement effectivement il y avait quand même un effort considérable qui avait déjà été fourni face à une équipe des 6 qui avait quand même été globalement assez épargnée par les blessures, sauf si par contre on tient compte de la dernière grosse tuile qui est l'absence de Derrick Mb. Toi Flo, tu as un avis sur ce Game 5? Un peu le même que Shai, c'est-à-dire que quand on voit l'évolution du match, ici, elle démarre une fois de plus pied au plancher. Elle mène de 13 points après le premier quart-temps, puis après le deuxième, il n'y en a plus que 6. Après le troisième, il n'y en a plus qu'un. Et à la fin du match, elles sont menées de 3 points. Donc c'était un match globalement assez défensif. Il y a eu beaucoup de ratés. Les pourcentages ne sont pas ouf du tout des deux côtés, je pense. Ouais, c'est ça. Après, ce qu'il y a, c'est qu'il y a un moment, comme tu l'as dit, ils ont démarré un peu en retard. Donc ça veut dire que pour réussir à obtenir cette 7e place, à la fin, les playoffs ont montré que c'était des fausses 7e en fait, parce qu'elles valaient plus que ça. Mais n'empêche que pour arracher cette 7e place, elles ont dû jouer le deuxième et le troisième tiers de saison, à mon avis, à 110%. Elles sont arrivées, en plus c'est une équipe qui ne ménage pas du tout son énergie quand elle est sur le terrain. Et donc là, il y a un moment, ça fatigue contre une équipe des Aces, qui est en plus une équipe franchement athlétique, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais A'ja Wilson et John McCoughtry, il faut aller les chercher. Kayla McBride, quand elle joue poste 2, elle est déjà assez grande, il faut aller la chercher. Enfin, c'est une équipe qui attaque bien, qui défend bien, il faut y aller. Et donc là, je pense qu'il y a un moment, petit à petit, elles sont très déçues, mais à mon avis, inconsciemment soulagées d'être en vacances. Et Alyssa va peut-être pouvoir enfin soigner ses épaules. On l'espère pour elle. Je suis même pas sûr parce que. Ouais. Ou est-ce qu'elle est déjà dans l'avion pour aller à Prague et qu'elle est repartie Non, mais c'est On ne sait pas encore, mais rien n'est moins sûr. Et toi, Liv, il y a quelque chose que tu veux rajouter? Puisque toi, à ce moment-là, tu es en train de siroter ton cocktail de finaliste depuis déjà bien longtemps avec le Storm. Mais tu as quand même regardé les gueux combattre entre eux. Qu'est-ce que tu en as pensé? Non, je regardais ces matchs sans stress, mais c'était très agréable. J'ai pas grand-chose à ajouter au niveau analyse, mais sinon, c'est vrai que je trouve ça un peu dommage pour le Sun parce que ça fait 2 années à la suite qu'elle termine pas très loin de ce qu'elle cherche, c'est-à-dire du titre. Bon, là, elles sont pas réussi à repartir en finale, mais petit à petit, elles prouvent quand même que d'équipe qui a été longtemps sous-estimée,
elles s'imposent comme les meilleures équipes de la Ligue aussi. Je pense qu'on va les voir encore pendant... Enfin, j'espère qu'on va les voir l'année prochaine et les années suivantes. Et selon vous, est-ce que justement le retour de Jonquel Jones, parce que tu avais l'air de ce que tu dis, c'est vraiment ça, il n'aura pas manqué grand-chose et c'est prometteur. Et la grosse promesse, c'est le retour de Jonquel Jones qui s'était donc abstenu de cette saison et qui est reparti maintenant avec Ekaterinbourg. Est-ce que pour vous, ça peut faire la différence d'avoir Jonquel... Est-ce que la même équipe avec Jonquel Jones cette année, c'est le titre? Je ne sais pas si c'est le titre, parce qu'on parlera de Seattle tout à l'heure, mais c'est autre chose aussi, c'est un collectif, mais en tout cas, je les aurais bien vus passer. C'est peut-être l'arme qui a manqué pour passer une équipe comme Las Vegas, parce que là, on voyait que Alyssa Thomas, aussi vaillante soit-elle, elle a aussi raté des choses. Dewana Bonheur, hyper courageuse en défense. On en parlait en début de saison, on se demandait si elle n'allait pas encore tout jouer pour l'attaque et croquer à mort. Et au final, elle a vraiment lutté. Offensivement, c'était difficile pour elle pendant ses playoffs et particulièrement contre les Aces. Et au final, elle a quand même énormément donné défensivement et elle a fini sur les rotules. Elles ont toutes fini sur les rotules. Ouais. Et tu en parlais, Flo, tout à l'heure, les dernières minutes du match, c'était incroyable parce que les deux équipes étaient complètement lessivées et ça rentrait plus un panier et ça s'est joué à pas grand-chose. L'intensité, franchement, moi j'ai l'impression que ça s'est joué à celle qui avait la dernière goutte de jus pour pouvoir y aller. On a parlé des fautes, mais il faut encore les provoquer. Ça veut dire que pour aller les chercher, tu dois rentrer dans la raquette, Alyssa Thomas, Dewana Bonheur, faut se les taper dans la raquette, quoi. Ouais. Et on parlait de Jonquel Jones, elle a été remplacée cette année-ci par Breonna Jones, qui a montré de belles choses tout au long de la saison, mais bon, est-ce que c'est vraiment une joueuse qui doit jouer 31 minutes dans des demi-finales voilà. Là, on a vu qu'il y a un moment, il y avait une limite. Alors d'office, avec Jonquel, tu dois trouver un nouvel équilibre parce que c'est pas une joueuse que tu peux juste mettre comme ça et te dire que tout va fonctionner. Mais c'est quand même une équipe qui a de quoi faire peur pour la saison prochaine. Et ça permettra peut-être de reposer Alyssa Thomas plus que 12 secondes. J'ai la feuille devant moi, elle a joué 39 minutes 48. Donc... Je sais pas. Alyssa Thomas est en fin de contrat. Alors, on a l'impression qu'elle a envie de rester, hein, mais on en parlera pendant l'intersaison. C'est une donnée à prendre en compte aussi. Oui, parce que je pense qu'elle, comme beaucoup de joueuses, après ce genre de période dans la ligue, elles commencent à avoir vraiment envie de gagner parce qu'elles se rendent bien compte que essayer de gagner sur tes dernières années, c'est encore plus chaud. Coucou Angel. Et donc, du coup, être dans son prime et essayer d'aller gagner un titre, c'est quand même la chose la plus facile. Donc du coup... Mais je trouve... Non, vas-y. Mais je trouve que les playoffs de façon globale, en début de saison, on en avait discuté un petit peu en se disant qu'on voyait le début du Sun qui était quand même pourri. Et de savoir qu'Alyssa Thomas était free agent à la fin de la saison, tu te dis, ouh là là, est-ce que ça c'est pas le genre de truc, elle va se dire, là il y a un changement de cycle, mais ici elle doit se dire, on était à 2 doigts de le faire et d'être en finale. Et il nous manque Jonquel Jones, qui est quoi, une des 10 meilleures joueuses de la ligue actuellement. Donc, pour moi, le fait qu'elles aient fait ces playoffs-là va pas lui donner envie de partir, je pense, hein, c'est mon avis, mais demain, parce que là, elles y étaient vraiment, elles y étaient presque, elles vont arracher un Game 5 en demi-finale. Donc, je pense que, à mon avis, ça doit juste lui donner faim de se dire, j'y retourne, quoi. Il leur manque quand même un petit peu de banc, je pense. Il faudrait qu'elle bosse dessus pendant l'intersaison, pour le recrutement. Parce qu'au niveau du banc, ça n'a pas amené grand-chose. Ouais. Après, si tu récupères Jonquel Jones, c'est que tu as Breonna Jones en backup, c'est quand même très bien, parce qu'on l'a vu, elle a fait franchement des bons playoffs. C'est pas Jonquel Jones, mais si tu l'as en backup, c'est cool, quoi. Ouais. Ok, ben voilà une page qui se referme donc pour le Connecticut Sun et plutôt une belle page parce que voilà une grosse perte et finalement d'un résultat qui est loin d'être mauvais. Maintenant on attaque le gros morceau, les finals. On les pressentait un peu celle-là, je pense. On était plusieurs le Storm, autant dire que c'était écrit dès le départ. Les Aces étaient aussi bien souvent cités. Et donc, finalement, la fiche on va dire, n'étonne pas grand monde. Storm Aces, c'était assez couru d'avance. On pensait aussi que le Storm était au-dessus. Et pour le moment, que peut-on dire de plus à part... oui, clairement oui. Liv, est-ce que tu t'attendais à un début de saison, enfin à des finals aussi, j'ai envie de dire, easy?
Parce que pour le moment, je dis pas, Angel McCoughtry, c'est bien de remonter dans le troisième quart, faire un petit peu peur, mais dans les deux cas, on a vite compris que c'était les Aces qui couraient après le Storm et que le Storm dominait très clairement. Ouais, j'avais un tout petit peu peur, je voulais pas être trop prudente parce qu'on avait perdu quand même ces 2 matchs de saison régulière, même si sur un des 2 matchs, Brianna Stewart n'était pas là et que finalement, sur une rencontre, beaucoup de choses peuvent se jouer. Après, là, je suis vraiment contente parce que le Storm propose un très très beau jeu, très collectif, à l'image de ce qu'elles ont fait toute la saison. Et on dirait presque que la saison, qu'elles atteignent leur apothéose maintenant lors de ces finals et que elles jouent au meilleur de leur basket, donc ça fait vraiment plaisir à voir. Voilà, et puis de nombreuses joueuses qui font énormément plaisir, que ce soit Brianna Stewart, 37 points, 15 rebonds dans le premier match, c'était juste fou. L'éternel Sue Bird qui enchaîne des très très belles performances, donc moi je suis ravie. Même si c'est vrai qu'on sent parfois que les Aces ont la capacité de revenir. Elles nous ont fait quand même une belle petite frayeur, surtout lors du premier match où lors du troisième quart-temps, elles reviennent quasiment à égalité alors qu'on avait 17 points ou 15 ou 17 points d'avance. Donc il y a le potentiel, mais à chaque fois, le Storm arrive à remettre un coup d'accélérateur pour reprendre le devant. Donc si elles font ça de mardi à mercredi, ce sera parfait. Et ce sera le sweep. Toi, Flo, t'en penses quoi? Mais déjà que j'aime beaucoup regarder ces matchs. Franchement, c'est parce que on sent vraiment une domination du Storm, mais Las Vegas, ça joue quoi. C'est vraiment une belle confrontation. Mais moi, je trouve qu'on sent Seattle en tel contrôle. Il y a une mainmise qui est mise sur le jeu. Elles sont jamais elles flippent quoi. Les 6 reviennent et puis tu sens que non, allez bim, un panier de Stewie, bon ben c'est tout, vous êtes reparti à 5 points et on remet un run derrière et c'est assez fou parce que parfois au niveau du score on n'a pas l'impression que souvent pendant la première mi-temps ça se tire un peu la bourre ou alors parfois je sais plus si c'est dans le premier ou dans le deuxième mais le Storm mène rapidement, je crois que c'est hier ça, le Storm mène et puis après il y a un moment où Vegas revient. Et puis dernière, non, en fait, Seattle remet le petit run et puis c'est fini, quoi. Il se passe plus rien. Alors, Sue Bird, dans le premier match, elle met 2 points. Et je crois que c'est les 2 points les plus anecdotiques de l'histoire, tellement tout le reste de ce qu'elle fait, mais mon Dieu, c'est... D'ailleurs, on le voit, je trouve qu'à chaque fois qu'elle est sur le banc, l'équipe devient nettement plus... inquiétante, c'est pas le bon mot, mais on sent qu'elle est un peu plus hésitante, un peu moins stable, alors que quand Sue est là, mais elle vient de mettre 26 assists en 2 matchs. Elle bat les records, elle vient de passer le deuxième, elle a 39 ans, je crois que dans 10 jours, 10-11 jours, elle fête ses 40 ans, gardez-la nous, quoi. Les progrès de la médecine, faites ce que vous voulez, mais il faut pas qu'elle parte. Faut vraiment pas qu'elle parte. Et on voit que Jordan Canada, on a déjà vu beaucoup de choses. On voit quand même qu'il y a encore un grand écart, même si ce sera très bien, elle va réussir à prendre la relève quand Sue raccrochera les sneakers. Mais on voit quand même sur pas mal de séquences que ce serait bien que Sue reste encore 1 an ou 2 pour continuer la formation et que Jordan continue à faire des stages avec Mamie Sue et ce sera bon. Faut arrêter de l'appeler Mamie. Maman. Moi, je l'appelle Tata Suzanne, moi. Oui, c'est mieux, mais pas Mamie. On n'est pas Mamie à 39 ans. Et toi, Shai, ça t'évoque quoi ces finals pour le moment? Pour l'instant, c'est conforme à ce que j'attendais, parce que si vous vous souvenez, j'ai pronostiqué un sweep. Donc pour l'instant, on est bien parti. Alors, je trouve que Seattle exécute parfaitement le plan qu'ils avaient mis en place dès le début, clairement, c'est-à-dire forcer Las Vegas à shooter. Les Aces ont pris plus de 3 points contre Seattle que contre n'importe quelle autre équipe pendant la saison. Alors parfois, ça fait des séquences où on est étonné parce qu'elles en rentrent 2-3 de suite alors qu'on les a pas vues shooter de la saison et on se dit « Ah, c'est incroyable, si elles se mettent à shooter, elles vont être injouables. » Sauf que là, derrière, il faut pouvoir faire d'autres choses. Et d'autres choses, c'est essayer de trouver A'ja Wilson qui est pour l'instant extrêmement bien défendu par les joueuses du Storm. Défensivement, c'est impeccable. Il faut... je ne sais pas si A'ja est usée, fatiguée, mais c'est trop dur, je pense. Même. Tout MVP qu'elle est,
elle ne peut pas mettre, en l'état pour l'instant, avec l'équipe qui est là, elle ne peut pas mettre 35 points comme Brianna Stewart le fait, avec une facilité déconcertante desquelles on a envie, quoi. Pour l'instant, le plan marche très bien pour Seattle. Il y a, comme tu disais, Flo, une facilité, un calme qui, de toute façon, caractérise déjà ce groupe depuis des années. En 2018, c'était ça, une espèce de sérénité, un banc de touche de haut niveau. Quand il y a une joueuse qui est un peu moins bien, les autres prennent le relais. Au premier match, c'était Alicia Clark. Puis combien elle a shooté, 1 sur 13, 2 sur 13, quelque chose comme ça. Au deuxième, on voit qu'elle est tout de suite dedans. Joe Lloyd, qui est dans une forme exceptionnelle. Mais pas hier. Voilà, ça arrive, mais tout fonctionne sur des roulettes et je ne vois pas ce qui peut les empêcher de conclure ça au prochain match. Mais il y a toujours une autre arme en fait, c'est ça qui est fou. Parce qu'effectivement, hier Joel Lloyd est vraiment pas top, mais sauf qu'en fait, hier, Alicia Clark, du coup, elle est vraiment top. Mais tu parlais déjà Wilson, ce qui est assez fou, c'est que, allez, quand on regarde, elle fait son match, elle fait ses stats, mais je trouve qu'ici, elle pèse pas. Elle a mis, en gros, elle a mis 20 points, 19 points, donc c'est pas honteux du tout, c'est des super feuilles, mais t'as l'impression qu'elle pèse pas. Il y a un truc quand même qui est à noter, c'est qu'au niveau du plan de jeu et de la tactique qui est mise en place, Stewie, elle défend pas A'ja Wilson. Stewie, en défense, c'est Natasha Howard qui a comme rôle de défendre A'ja Wilson. Quand tu peux mettre une ancienne défenseur de l'année sur la meilleure joueuse adverse, c'est déjà pratique. Par contre, de l'autre côté, c'est A'ja qui doit scoltiner Brianna Stewart en défense. Et donc il y a un moment, et A'ja Wilson, elle sort d'une série en 5 matchs contre le Sun, et on sait bien que le Sun, même si on l'a dit, elle commence à être au bout du rouleau, on sait bien que c'est une équipe qui est extrêmement chiante à jouer parce qu'elles se battent comme des chiens sur tout ce qui se passe. Donc effectivement, il y a un moment où A'ja commence peut-être à atteindre la limite. Et c'est vrai que l'histoire du 3 points, c'est assez marrant parce qu'ici, sur 2 matchs, elles en ont pris 40 alors qu'elles en avaient pris 50 sur l'ensemble de la série face au Sun. Donc en gros, elles entraînent le double. Les pourcentages sont super bons, elles les rentrent, mais ça suffit pas. Alors qu'on s'était dit, si les 6 commencent à mettre à 3 points, ça va devenir un enfer à défendre. Mais en fait, Seattle, non. Au final, c'est que Angel qui met les 3 points, non? En volume, McBride en a mis quelques. Et même Sugar Rogers aussi. Tout d'un coup, elle s'est trouvée. 3 sur 7 hier. Et, dans le premier match, c'est Angel et K-Mac, en gros. Ouais. Le premier match, j'ai quand même eu une petite frayeur quand les Aces ont commencé à 7 sur 10 à 3 points, Angel McCaffrey à 4 sur 4. Et pourtant, finalement, on voyait que le Storm n'était en retard que de 3, 4 points et que dès que les Aces ont arrêté de shooter avec cette forme et cette adresse, on a pu reprendre l'avantage. Puis voilà. Brianna Stewart qui accélère derrière, c'est juste inarrêtable. Enfin, le run qu'elle met en fin de match dans le Game 1. Ah là. Et puis il y a tout, il y a les tirs à 3 points près du panier, elle leur met tout, de step back, c'est juste parfait techniquement, il n'y a rien à acheter, quoi. Mais pour moi, le Storm, c'est pas une équipe. Je vais faire un point mythologie, mais je sais pas si vous connaissez l'hydre de Lerne. Ça vous dit quelque chose? Donc c'est un monstre qui a plein de têtes, et en plus quand tu lui coupes ses têtes, elle se régénère. Pour moi, ça c'est Seattle en finals. C'est-à-dire que t'as une tête, alors si déjà il y en a trop, il y a Sue, il y a Alicia Clark, il y a Stewie, il y a Natasha Howard, il y a Joel Lloyd, et puis s'il y en a une qui est un peu down un match, on coupe sa tête, le match d'après elle peut revenir. Et donc il y a un moment, t'es juste dépassé, il y a trop, c'est too much. Et c'est vraiment impossible à gérer, je pense, pour les Aces. Et je vois pas comment... parce que voilà, si tu veux, il y a toujours le backup du backup pour faire quelque chose, que ce soit en défense ou en attaque. Sachant qu'en parlant d'options offensives, on n'a pas parlé de Sammy Whitcomb qui a dû quitter l'équipe pour rejoindre sa femme qui va bientôt accoucher. Donc malheureusement, elle ne pourra pas participer. Mais c'est quand même fou de voir que l'équipe réagit aussi bien, même sans elle. Ouais. Et j'espère qu'elles décrocheront la victoire pour elles aussi. Ah oui, non, là, elles peuvent même se priver d'une arme offensive comme Sammy Whitcomb, et limite, ça va, tout va bien. Donc oui, non, c'est terrible. Est-ce que vous voyez les 6 quand même décrocher un match, faire des ajustements? Parce qu'il y a quand même, je pense qu'on en a tous parlé, alors ça me paraît assez évident qu'on est tous super impressionnés par le Storm, mais je pense qu'on a aussi tous
un petit pincement au cœur, en particulier quand on voit l'apport de Angel McCoughtry, qui se bat, mais qui sort des trucs aussi... Enfin, hier, je me souviens, à la fin slalom, elle est passée, je pense, entre Stewie ou Natasha Howard, ou Stewie et Alicia Clark. Enfin, tu vois qu'elle y va, elle y met toute son âme, tout son cœur, et au final, elle a quand même parti pour toujours pas gagner un seul match de finals. Elle est à combien, Flo? Ce serait ses 4e finales, et ce serait potentiellement le 4e suivi. Voilà, et franchement... Sur 11. On peut pas dire que... Enfin, ça personne le souhaite pour une on le souhaite pas une joueuse comme Angel McCoughtry. Donc du coup, est-ce que vous pensez qu'il y a quand même moyen que les Aces en gagnent un? Flo, Shai, toi, t'avais dit tu partais pour le sweep, donc je suppose que ça t'a pas... Je pense toujours que ça va faire un sweep. Après, il y a moyen, si A'ja Wilson sort un match monstrueux, le genre de match qu'elle est censée avoir dans les pattes parce que c'est une MVP, si les Aces se mettent à faire que l'alimenter et à forcer, qu'elle se met subitement à avoir un peu plus de lancers aussi, parce qu'on n'en a pas parlé, mais contrairement à la série contre le Sun, c'est un peu plus difficile pour les Aces d'aller sur la ligne. C'est aussi parce que Seattle défend merveilleusement bien, hein, mais à part un match monstre de A'ja Wilson, du même ordre que celui qui a pu sortir Brianna Stewart au premier match, j'ai du mal à... Parce que les autres joueuses, elles donnent le max déjà de ce qu'elles peuvent donner quasiment. Angel McCoughtry, elle fait une série magnifique. Et les autres, Kayla McBride, c'est toujours un peu compliqué. Là, elle a des bons passages. Elle commence à retrouver un petit peu de confiance, mais c'est sans doute un peu tard. Ouais. Et les autres, c'est compliqué. Jackie Young, c'est pas mal sur des séquences. Là, c'est vrai qu'il aurait fallu, je pense qu'il aurait fallu dire Erika Hamby pour apporter quelque chose un petit plus et raviver la flamme, mais j'ai du mal à voir Las Vegas gagner un match. C'est compliqué. Toi, Flo? C'est ce que j'allais dire d'Erika Hamby. Bon, honnêtement, je pense pas que si Erika Hamby était là, les Six peuvent gagner la série et peuvent être champions. Je crois que c'est pas suffisant. Mais on ne peut pas nier que face à la montagne que représente Stewie, pouvoir alterner avec Derrick Hamby qui propose encore autre chose que A'ja Wilson et Angel McCoughtry, ce serait quand même quelque chose de très pratique, au moins offensivement, dans cette équipe-là. Et donc c'est certainement une défection qui leur fait mal parce que ça coupe un peu leur profondeur. Quand on regarde un peu les 6, il y a 6-7 joueuses qui tiennent la route, et puis assez vite on est vraiment sur des role-players un peu plus random avec tout le respect qu'on a pour elles, alors que le Storm, à part Morgan Tuck, tout le monde tient la route, quoi. Enfin, non mais c'est même pas contre elle en fait, je veux dire, mais tu peux vraiment avoir 10 joueuses, c'est parce que Sammy Whitcomb n'est pas là, mais hier il y a 9 joueuses qui ont joué, toutes elles tiennent la route, et c'est vraiment des joueuses qui peuvent avoir un vrai rôle. Et donc pour gagner un match, Shai parlait d'un gros match de A'ja Wilson. Moi j'ai l'impression qu'il faudrait presque plutôt une défaillance côté Storm en fait, un trou d'air de Stewie, ou peut-être même dessous, parce que... Mais un trou d'air de Stewie, ça suffira pas. Faut un trou d'air au moins de 2 ou de 3, faut une tempête. C'est pour ça que j'y crois pas trop. Moi j'y crois pas non plus. C'est pour ça que j'y crois pas trop. Surtout, elles sont si proches du but. Comme on dit, elle va avoir 40 ans, elle a son 4e trophée devant les yeux, elle va pas le laisser passer. Et je pense que c'est pareil pour ses coéquipières. Moi, quand j'ai misé sur un 3-1 pour le Storm, imaginez peut-être les Aces faire la surprise sur le premier ou le deuxième match. Mais là, avec un 2-0, avec la confiance qui a été emmagasinée par l'équipe et avec ce trophée qui les attend au bout des 40 minutes, je ne les vois pas du tout laisser passer le match. T'as presque l'air triste quand tu le dis. Ah non, mince, on a encore gagné, c'est dur. Oh là là. Avec la clutchitude de Suber dont on en a parlé la dernière fois, on sait bien que quand elle voit apparaître le trophée, elle n'est pas du genre à craquer. Elle l'a jamais été de toute sa carrière, mais parce que c'est hyper important. Et une petite stat qui vaut ce qu'elle vaut, mais que j'ai trouvé hyper intéressante. Hier, donc il y a 40 paniers marqués du Storm sur 33 passes décisives. C'est juste un jeu hyper collectif, quoi. C'est pas, y a pas de joueuses qui font le truc tout seul. C'est juste un collectif qui est huilé à mort et qui roule et ça passe et ça coupe et c'est beau.
Et en reparlant de Sue Bird, donc j'ai traduit hier la lettre ouverte que Megan Rapinoe a écrit, qui est un hommage à la fois à la ligue et au travail fait par toutes les joueuses, et aussi à Sue Bird. Et elle a fait remarquer quelque chose que j'avais pas fait attention, et pourtant c'est dingue. C'est que Sue Bird, qui est donc dans sa 17e saison, elle est en train d'améliorer ses stats à 3 points. Donc elle s'est dit, j'ai déjà une bonne saison, tout ça, tu sais quoi, je vais encore shotter un petit peu mieux, va. Et hop, elle est en train actuellement d'exploser encore à 3 points, ce qu'on a pu voir hier soir encore, où tu la laisses derrière la ligne, c'est ouvert, mais clac, quoi. Et du coup, c'est ce que je disais, c'est l'hydre, parce que tu te dis, je vais verrouiller l'intérieur, etc. Il y aura bien quelqu'un qui va shooter. Elles sont fortes partout, partout, partout. Et Sue Bird est vraiment étincelante. Enfin, moi, à nouveau, il faut pas qu'elle parte, c'est pas maintenant. Pas maintenant. Donc la Key Arena, elle doit l'avoir, et je pense qu'il n'y a pas moyen. Et alors, quand elle est là, est-ce que vous la sentez à un moment diminuer physiquement, en peine pour courir? Hier encore, elle cavalait comme un cabri. À un moment, il fallait rechercher une balle le long de la ligne, elle arrive, elle sprint. Enfin, moi j'ai un problème de genou, je te promets que c'est pas la même mobilité. Hein. C'est bon, pas le même poids, pas le même gabarit non plus, mais soit. Mais elle se repose beaucoup, certes. Mais quand elle est sur le terrain, elle est à 100%. Hein. Moi, je la trouve pas en deux. Enfin, c'est une configuration où il y a toujours cet effectif-là qui tourne bien, qui n'est pas hyper âgé en dehors de dessous. Elle peut jouer jusqu'à 45 ans. Hein. C'est pas. Non, mais ça, si elle n'a pas de pépin physique majeur, qu'il gère son temps de jeu. Elle a plus de genoux, mais bon. Ouais, mais je sais pas, j'ai pas. Tu sais, ils ont juste à gérer un peu son temps de jeu en saison régulière, etc. Et elle pète le feu, quoi. C'est impressionnant. Autour, là, Jordan Canada en saison régulière, elle était un peu mieux qu'en playoff. Je la trouvais un peu plus à l'aise, et je l'ai vu, elle a fait des matchs de folie quand même au début de saison, Jordan Canada. Petit à petit, elle va prendre confiance et peut-être un peu plus revendiquer, mais là, en conditions physiques, techniquement, tout ce qu'elle fait, c'est parfait, c'est intelligent. Je la vois pas du tout arrêter. Elle a encore les cannes, hein, elle peut encore sans souci faire 2 saisons, hein, j'ai l'impression. Et non, et alors en plus, avec Megan qui disait dans son texte que elle a plus joué un match depuis les finales 2018, donc elle avait fait le compte, c'est quoi, 680 et des jours, 684, un truc comme ça, enfin presque 700 jours sans jouer, et avec en plus, comme elle le disait, pendant le confinement, pas la possibilité de s'entraîner. Megan rigolait en disant qu'elle était obligée de faire des 1 contre 1 contre elle. Et qu'en plus, c'est une grosse violente qui fait des foot. Et Megan, elle est très forte avec ses pieds, mais je sais pas comment elle s'en sort avec ses mains. Ça doit pas être la même chose. Enfin, pour conclure peut-être juste sur les finals, c'est le petit point Bilou, avec les petites déclarations un petit peu pleines de mauvaise foi de l'après-match. Donc je pense qu'il a dit que sa déclaration, c'était que... Comment il a qualifié le Storm d'une équipe de shooteuses, quoi. Ah, ça j'ai pas vu, moi j'ai vu surtout sa déclaration sur les arbitres, mais... Ouais, il a dit déjà que il a dit que les arbitres étaient un peu responsables. Et en plus, je pense qu'il a qualifié le Storm limite d'une équipe de shooteuses, quoi. Genre les meufs, elles shootent bien, Oui. Bon. Ouais, ça c'est... Comment te dire, Bilou? Ça c'est du lire dans le texte. Mais ouais, c'est ça. Il a dit que Seattle était juste une team de jump shooting team. Donc voilà. Ce qui est complètement faux, parce que moi j'ai surtout vu des gros cuts backdoor, j'ai vu des passes à Mercedes Russell complètement laissées seules dans la raquette avec des grosses côtes défensives, m'admettez. Et alors il a dit aussi que ça n'avait aucun sens qu'elles aient mené la ligue en lancers obtenus toute l'année pour avoir seulement 5 lancers hier. Mais ce qu'il oublie, c'est que toute l'année, Seattle a aussi été l'équipe qui envoyait le moins une des équipes qui envoyait le moins son adversaire sur la ligne. Et en plus, on est en finale, et on sait bien que plus on avance dans les playoffs, au bout d'un moment, les arbitres ont toujours tendance à avaler leur sifflet pour laisser le jeu. Et c'est pas, c'est à l'avantage d'aucune équipe, c'est pour tout le monde. Si on laisse plus jouer, après si elle compte sur les fautes pour gagner. Oui. Voilà. Maintenant, attention que ça aussi, Bill, il connaît la ligue, il connaît toutes les ligues, il connaît les arbitres. C'est une belle manière de leur mettre la pression pour le Game 3. Et j'ai l'impression qu'il y aura plus de coups de sifflet au Game 3 quand même. Et il ne faut pas que Seattle tombe dans le piège de rentrer dans ce jeu-là, parce que ça fera le jeu de Bill Embiid et des 6, alors qu'elles n'ont pas besoin de ça. Et même hier, elles gagnent quoi, 13 points, c'est bon, tu peux leur donner 4 fautes, ça ne servira à rien quand même, de toute façon. Bon.
Enfin, ça a le mérite d'animer toujours un petit peu, parce que sans Liz comme belge, ça fait du bien d'avoir quand même notre petit lot de déclarations sulfureuses. Alors, voilà pour refermer le chapitre des finals. Le prochain rendez-vous, il est dans la nuit de mardi à mercredi. Donc peut-être déjà le dernier match si c'est le sweep. Si pas, je pense que le prochain match aura lieu entre jeudi et vendredi. Et s'il devait y avoir un Game 5, il aurait lieu dimanche. Donc voilà. Dans tous les cas, il y a de fortes chances que la semaine prochaine, quand vous nous réentendrez, on aura connaissance en tout cas de l'équipe gagnante de cette saison. Alors la dernière chose qu'on veut voir avec vous, c'est qu'on a reçu les compositions des All-WNBA First Team et Second Team. On s'était prêté au jeu de vous partager la nôtre la semaine passée. Alors il y a quelques trucs fun, il y a quelques trucs surprenants. Alors on va commencer par la First Team. Alors la First Team, elle est composée de AJ Wilson, on l'avait dit, Candace Parker, on l'avait dit, Brianna Stewart, on l'avait dit, Courtney Vandersloot, on l'avait dit, et puis nous on en avait parlé, on avait un peu hésité, et puis finalement je pense que c'est moi et mon lobby pro-vieux qui avait fait la différence. On avait mis Diana Taurasi, mais au final c'est Arike Ogunbowale qui a été choisi, sans que ce soit loin de là un scandale. Vraiment, je pense que c'était clairement nous un choix un peu... si on se fait pas plaisir sur ce genre de choix un petit peu sentimentaux et trognons. Alors, les trucs fun, c'est qu'il faut savoir que 2 joueuses seulement ont fait l'unanimité. C'est Candace Parker et Jay Wilson. Et figurez-vous que Ina Messelé, quelqu'un qui à mon avis avait bu, mal coché ou je ne sais pas, mais quelqu'un s'est dit Brianna Stewart, je vais la mettre en second team. Et donc, sur les 47 votes possibles, Brianna Stewart en a eu 46 pour la first team et 1 pour la second team, ce que je trouve absolument génial. Alors, dans le même genre de stats complètement what the fuck, Courtney Vandersloot a été 43 fois citée pour la first team et 3 fois pour la second team. Donc, je suis curieuse de voir qui méritait la first team. Alors, je peux vous le dire, c'est quelqu'un qui est dans la second team. Donc, il y a quelqu'un qui pense réellement que Skylar Diggins-Smith a fait une meilleure saison que Courtney Vandersloot. Voilà, ça c'était les petits faits marquants. Par contre, pour Candace Parker et Jay Wilson, c'est l'unanimité. Il y a Arike Ogunbowale, il y a 29 personnes qui la voyaient dans la first team et 15 dans la second team. Alors, je ne sais pas si vous avez un commentaire à faire déjà sur cette first team ou si elle vous semble équilibrée et sans surprise. Non, elle est logique, les votes, comme tu dis, sont marrants, surtout pour Stewie et un peu aussi pour Sloot. Après, pour le reste, c'est assez logique. Moi, je trouve qu'il y a trop rien à redire, c'était assez obvious. C'est dommage que en NBA, quand les bulletins sont divulgués, on voit le nom des journalistes et on sait qui a voté pour qui. Et du coup, après, ils prennent un bouillon terrible quand il y a des choix aussi. Parce que je sais pas s'il y a déjà eu des choix aussi invraisemblables que de ne pas mettre Brianna Stewart dans la first team. Et du coup, ça incite les journalistes à un peu plus de prudence quand ils savent qu'on saura qui. Après, ça peut être une erreur, par exemple, en NBA aussi, pour rester sur la NBA. Il y a une journaliste qui s'est trompée, qui a oublié de mettre Anthony Davis dans un des meilleurs 5, et du coup, elle a juste avoué après coup qu'elle s'était trompée. Mais pendant 3 jours, la pauvre, elle a pris un bouillon sur le net terrible. Donc là, c'est peut-être le cas aussi. Après, on va juste savoir s'il l'a choisi en second team ou pas, en fait. Après, l'erreur est humaine. Rappelons-nous que nous n'avons pas drafté Candice Dupri au su de tout le monde en vidéo. Donc peut-être que cette personne s'est dit « Oh, le meilleur 5 de base. Oh !» Et puis à un moment « Putain, j'ai oublié Stewie !» On ne sait jamais. Mais pour Candice Dupri, en fait, il faudrait voir si avec toutes les joueuses, selon le critère qu'on avait retenu, sont les win shares, est-ce que Candice Dupri est dans le... Elle passe le cut, en fait. Est-ce qu'elle est dans le lot, Flo? Elle était mieux que Kaya Nurse. Hein. Oui, merci. Et franchement, je l'adore. Donc si j'y avais pensé, je l'aurais pris à la place de Kaya Nurse. Clairement, c'est juste... voilà. Alors, de quoi? Pour revenir sur les votes, il y a parfois des votes rageux aussi. Hein. L'année passée, on se souvient qu'Elena Deldon, elle est unanime, moins 2 votes. Et 2 votes avaient mis Courtney Vandersloot MVP. Ouais. Donc, ça venait de Chicago. Chicago, quoi, voilà. Donc on peut jamais exclure non plus un rageux qui, voilà, lui a piqué sa tartine et il était pas content. En plus, qu'est-ce que tu peux reprocher à Stewie, quoi? La meuf, elle est... C'est sûr. Mais j'ai envie de dire à Sloot aussi, hein. Pour moi, c'est tout aussi aberrant de pas mettre Stewie que de pas mettre Sloot dans la first team. Ouais. Enfin bon, elles y sont, hein. C'est juste qu'il y a 3 personnes, je sais pas, qui se sont dit « Oh tiens, voilà ».
Bon, et effectivement, c'est pas un oubli parce que quand je vois pour Courtney Vandersloot, c'est bien 43-3. Donc non, mais c'est juste c'est un choix délibéré. Enfin voilà pour la first team. La seconde team, elle est composée de Diana Taurasi, qui elle a été 12 fois citée dans la first team et 30 fois dans la seconde team. Donc les gens étaient quand même assez... Enfin, il y a quand même un gros écart entre Arike Ogunbowale et Diana Taurasi. Donc on peut pas dire que ça s'est joué dans un mouchoir de poche. Arike a vraiment... largement gagné les scrutins. Donc il y avait Diana Taurasi, Dewana Bonheur, Nafisa Collier, Skylar Diggins-Smith et alors la bonne surprise pour Flo, Maïcha Ainsalen. Au niveau des votes, comme je le disais, Taurasi c'est du 12-30. Dewana Bonheur a été citée 3 fois dans la first team mais 40 fois dans la seconde team. Nafisa Collier 0 fois en first team et 41 fois en seconde team, donc clairement elle était destinée pour la seconde unit. Skylar Diggins-Smith, c'est 4 fois en first team et 2 fois en seconde team. Et enfin, Maïcha Ainsalen, c'est 0 fois dans la first team et 20 fois dans la seconde team. Est-ce que pour vous, il y a des choix incompréhensibles ou des grosses oublis? Ah, Shai, le haussement de sourcil me fait dire que oui. Non, mais pour moi, Skylar Diggins. Bon, après, moi, dans le vote que j'avais fait, j'avais mis Jewel Lloyd en second team et pas Skylar Diggins. Là, pour moi, elle n'a pas fait une mauvaise saison, hein, mais pour moi, ça ressemble à un vote de popularité un peu. Je ne sais pas s'il y a des journalistes qui n'ont pas voulu la fâcher parce que c'est une joueuse plus influente que Jewel Lloyd, donc je sais pas, mais elle n'a pas fait une saison fantastique et je comprends pas qu'elle ait. Et donc, tu disais qu'elle a 3 ou 4 votes pour la première. Ouais, 4 votes pour la first team. Je ne parle pas au niveau talent, hein, c'est une joueuse fantastique, mais et elle est très bien revenue après une saison blanche. Mais je ne trouve pas qu'elle ait sa place dans la seconde team. Donc toi, tu aurais mis Jewel Lloyd à la place? Ah ouais, complètement. Et tu disais que Maïcha Ainsalen, c'était une surprise. C'est vrai, forcément, vu le profil de la joueuse, on ne s'attendait pas. Mais pour moi, elle est indiscutable, quoi. Et ce qui est bien, c'est que... Non, j'allais relancer le débat de la MIP. Elle est dedans, mais par contre, elle n'est pas MIP. Mais non, on en a dit. C'est ce qu'il avait dit, ça nourrit sa narrative. Exactement. Il a construit tout son scénario là-dessus. Et toi, Liv, qu'est-ce que tu penses de cette seconde team? Il y a des aberrations pour toi ou tu es plutôt d'accord? Je suis plutôt d'accord avec Shai, surtout sur le fait que Jewel Lloyd aurait sans doute mérité une place dans la second team. Elle n'a pas toujours été aussi productive que cette année en attaque et pendant cette saison, elle a vraiment fait sentir son apport. Je pense qu'elle méritait amplement cette place. C'est un petit peu dommage, sachant qu'on se retrouve du coup avec une seule joueuse du Storm dans les deux équipes. On n'a pas, niveau trophée individuel, on n'a pas reçu grand-chose non plus. Donc voilà, un peu petit pincement au cœur. Après, je regarde, est-ce qu'il y a des équipes qui ont eu plus d'une joueuse? Il y a le Phoenix Mercury qui a Taurasi et Skylar Diggins-Smith. Sinon, je regarde, aucune équipe n'a 2 représentants. Donc, je pense aussi qu'il y a un côté très éclectique qui a été fait. Ce qui est chouette, hein, il y en a un petit peu pour tout le monde. Mais effectivement, quand tu vois une équipe qui survole comme le Storm, le fait qu'elle n'ait qu'une représentante peut interpeller. Et toi, Flo, qu'est-ce que tu en penses? Moi, j'étais aussi d'accord pour Jewel Lloyd, mais à la limite, si c'est pas Jewel, ça peut être Angèle. C'est fou, c'est que Phoenix termine quoi, 6e de la Ligue, 5e, 6e, je sais plus, j'ai déjà plus. Mais et se retrouve avec l'équipe qui a. C'est 6e Chicago, non? Ouais, c'est ça. Et se retrouve avec la seule équipe qui a 2 représentantes. En fait, ce qu'il y a, je pense qu'il y a joué aussi, c'est que Skylar a vraiment fini les 10 derniers matchs à fond. Et faudrait voir, mais quand on regarde un peu, Elle est passée à travers le match d'élimination directe, hein, si je dis pas de bêtises, celui qui est perdu par la Mercury. C'est sur la régulière. Oui, c'est vrai. Je parle de la régulière. Hein. Et la régulière, elle termine quand même vraiment avec. Après le départ de Greiner, il y a un moment où elle a se met en route et elle prend vraiment le lead. Elle a quand même fait des grosses perfs à 30 points et tout ça. Et je pense aussi que les votants, dans les votants, il y a des votants de médias un peu plus généralistes qui sont peut-être pas gros suiveurs de la ligue. On l'a déjà vu, hein, nous les sites qu'on suit, je sais pas si par exemple des sites comme W Insider qui ont toujours du super contenu, je sais pas s'ils ont des votants chez eux, tu vois. J'ai pas l'impression que ce genre de médias indépendants au final se retrouve pas avec un bulletin de vote. Et donc il faut voir un peu qui a eu un bulletin. Si c'est des gens qui suivent de loin et qui regardent 3 matchs, il y a un moment ils vont regarder, peut-être qu'en fin de saison ils se disent ah oui c'est vrai j'ai un bulletin de vote, moi je vais peut-être regarder 2 matchs. Tu regardes les 2 derniers et tu as l'impression, tu vas voir les stats et tu te dis ouais elle a tout défoncé. Bon, je caricature un peu, mais
non pas de dire que Skylar a pas fait une bonne fin de saison, mais c'est un peu chaud, quoi. Après, moi, dans les votes, il y a des trucs qui me tuent aussi, parce que Nafisa Collier, qu'elle fasse 0 vote pour la first team, ben en fait, les 3 forwards sont tellement obvious sur la first team que tu peux le comprendre. Mais du coup, elle fait que 40. Du coup, pour moi, elle doit être unanime dans la deuxième. Je vois pas qui. Et elle a que 41 votes. Ça veut dire que tu as aussi 5 personnes qui se sont dit que Nafisa Collier, elle méritait d'être ni dans la 1 ni dans la 2. Pour moi, c'est aussi chaud que pas mettre Stevie, en fait. Ouais, donc voilà. Et... Parce que malheureusement, les votes sont anonymes et c'est pas pour faire de la délation ou quoi. J'aime bien le malheureusement. Le mec, il est déjà prêt à faire des tracks et tout. Malheureusement, on ne peut pas persécuter les gens selon leur vote. Je suis très triste. Non, parce que parfois, c'est ce qu'on prend. Je reprends encore les exemples de la NBA. Parfois, le choix, on le comprenait parce qu'il y avait un contentieux entre un journaliste et un joueur en particulier, ou alors c'était un journaliste du Chicago Sun-Times qui avait mis en avant un joueur de Chicago plutôt qu'un. Donc ça joue un peu comme ça aussi. Et c'est intéressant de voir, Flo a raison, il y a peut-être déjà des votants qu'on suivi de très loin, peut-être juste parce qu'ils appartiennent à ESPN et qu'ils sont d'un média dominant, mais voilà. Bon, de toute façon, on va attendre que Swish ait un vote l'année prochaine et on va régler ça tranquillement. Et on va faire un vote choc pour essayer de marquer donc genre Julie Allemand first team avec Shea Peddy. Voilà, exact. Oh non ça. Elle rigole. Too soon. Voilà, bah écoutez, je vous remercie. Je pense que là, on a eu un podcast court mais intense. On a eu l'occasion de parler de plein de trucs. Et normalement, on se retrouve la semaine prochaine, comme je vous le disais en début d'émission. Et là, on pourra vraiment débriefer et fêter les championnes 2020, quelles qu'elles soient. D'ici là... On t'a vu. D'ici là, on vous souhaite de très bons matchs comme d'habitude. On vous fait les récapitulatifs dès le lendemain. N'hésitez pas à nous donner votre avis, à commenter. On est toujours fiers et contents de discuter avec vous. Et on vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, un très bon matin, quel que soit le moment auquel vous écoutez notre podcast. À bientôt. Salut.